Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours sur le salon Bipositive et nous allons parler de solutions pour un monde durable avec les Green Solutions Awards organisés par Construction 21 et on a la chance d'avoir autour de la table 3 lauréats. À ma droite, Monsieur Marc Campesi, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous êtes dirigeant de Diagonal Concept, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que Diagonal Concept? Diagonal Concept fait de la conception-réalisation de bâtiments durables et est particulièrement spécialisé dans le secteur de la réhabilitation, avec un niveau de performance assez élevé, ce qu'on évoquera tout à l'heure. À côté de vous, Monsieur Christian Brodac, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Construction 21. Alors, on ne va pas présenter Construction 21 maintenant parce qu'on en parlera après. Tout à fait. En face de vous, Monsieur Stéphane Moto, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'études, thermicien, c'est ça? C'est Vous m'avez dit bien ça. tout à l'heure, chez Enertech. Exactement, Enertech qui est un bureau d'études thermiques et environnementales. Voilà, qui est basé dans la Drôme, c'est ça? Exactement. Et à côté de vous, Monsieur Olivier Côté, bonjour. Bonjour. Monsieur Côté, vous êtes à la direction immobilière, enfin vous êtes le maître d'ouvrage, enfin un des maîtres d'ouvrage, un de ceux qui a participé à la construction du bâtiment de Schneider Electric. C'est ça, j'appartiens en fait à la direction de l'innovation de Schneider Electric et délégué à la direction de l'immobilière pour faire un bâtiment performant. Voilà. Alors on va commencer avec vous et ensuite on présentera les 3 projets pour lesquels vous avez été lauréat. Monsieur Brodag, Construction 21, c'est quoi? Alors, Construction 21, c'est un média social, donc un portail internet qui permet de diffuser, de faire connaître et de promouvoir donc les meilleures solutions en matière de développement durable, d'efficacité énergétique, de lutte contre le changement climatique, du bâtiment, des écoquartiers et aussi d'un certain nombre d'infrastructures urbaines. Donc la logique de Construction 21, c'est à la fois d'identifier des cas, de les publier, de les faire connaître, de mettre en place des réseaux sociaux et des échanges entre professionnels, de partager des connaissances, de donner accès à des formations. Et sur la partie donc, des bases de données, des connaissances des cas, nous avons lancé un processus qui s'appelle les Green Solution Awards, qui est un prix au niveau national, puis les meilleurs nationaux concours au niveau international, puisque Construction 21 est présent dans 11 pays, principalement Europe, Maghreb, donc Algérie et Maroc, et Chine. Et donc on a une vocation à terme mondiale. Et l'idée, c'est vraiment de partager ce qui se fait de mieux et qui est dans le marché. C'est-à-dire Voilà. que tous nos projets sont des projets réels dans le marché, qui ne sont pas des licornes, enfin des projets utopiques, etc. Et on est persuadé, on le verra d'ailleurs avec les cas, qu'aujourd'hui, on sait faire dans le marché, au prix normal du marché, de la très très haute performance, à la fois énergétique, mais aussi performance globale pour Voilà, les usagers. on parle de tout et on est dans l'exemplarité. On a envie de montrer. Oui, on a envie de montrer et de donner vraiment, pour les professionnels et les décideurs, donner vraiment toutes les informations qui leur permettent non seulement d'avoir envie de faire la même chose, mais de savoir avec qui ils peuvent le faire, puisque tous ceux qui font ces projets-là sont connus. Et donc, il y a vraiment une diffusion de l'innovation. Alors rapidement sur les Green Solutions Awards et puis après on verra les projets. Le dernier concours, enfin les derniers lauréats ont été internationaux. Hein, ça s'est passé à la COP 20, je ne sais plus combien. 24 en Pologne. Oui, à Katowice, oui. Voilà. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Alors, donc il y a bien eu une première étape nationale et les meilleurs ont concouru au niveau international. Alors, cette année, on avait beaucoup de cas français. La France est bien mobilisée, donc on a eu pas mal de prix aussi pour la France, mais il y a des Chinois, il y a des projets d'autres pays. Donc, ce qu'on en tire vraiment de l'idée. Alors, en plus, nous avons organisé la manifestation à Katowice en marge de la COP, en même temps que la réunion internationale de l'Alliance mondiale pour le bâtiment, la Global ABC. Donc on était vraiment, je dirais, au plus haut niveau. Et non seulement on a donné à voir des cas extraordinaires, des cas vraiment qui sont extrêmement intéressants, mais les participants institutionnels de cette alliance mondiale nous ont dit, finalement, on est tout le temps à gérer des problèmes, à dire comment on va pousser l'économie, modifier les choses. Et là, on voit que le terrain est là et que les solutions existent. Et donc ça a vraiment donné aussi de l'espoir à tous ceux qui
sont quand même inquiets des évolutions par rapport au climat. On a aujourd'hui des solutions, il suffit de les mettre en œuvre. Voilà, il suffit de les mettre en œuvre et surtout, et ce qu'on va voir avec vous, c'est que c'est pas plus cher, hein, on est d'accord. C'est pas plus cher, c'est dans ça, il faut l'économie. insister, je pense, Tout là-dessus, à fait. parce qu'on entend encore aujourd'hui dire, et vous avez l'exemple de ce matin, hein, Oui, on peut le dire. j'entendais à France Inter le patron du MEDEF dire oui, mais le verre c'est très cher et grosso modo on n'a pas les moyens, etc. Non, c'est intelligent et donc c'est performant dans toutes les dimensions. Et quand vous avez un bâtiment tertiaire, parce qu'il y a pas mal de tertiaires autour de la table ici, un bâtiment tertiaire où il y a de la qualité de vie, où l'usager est au cœur, il y a un gain de productivité. Et la partie énergie par rapport au gain de productivité, c'est finalement très peu. Le gain est dans vraiment le fonctionnement du collectif et de ceux qui habitent au sens plein de ces bâtiments. Voilà, donc quelque chose de vraiment utile. Tout à fait. On va partir avec vous, Monsieur Campesi, et on va voir le bâtiment de KTR France. Donc, qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Quelle était la commande, on va dire, et comment vous y avez répondu? Alors, KTR, c'est un groupe allemand. Donc, ils avaient déjà au sein de l'entreprise une culture du bâtiment performant, durable. Donc, l'idée, c'était de démontrer à ce groupe qui a une implantation mondiale qu'en France, on savait aussi faire des bâtiments performants et de faire mieux que les autres. Bon, la commande... Et mieux que les Allemands, c'est possible, c'est ça? Eh bien oui, c'est possible, puisque visiblement, on a fait mieux. La commande initiale était quand même orientée sur l'usage, l'image de l'entreprise et la qualité de vie des collaborateurs. Il fallait apporter une valeur ajoutée différenciante. Donc nous avons proposé de nous lancer dans une aventure déraisonnable, qui a fait fuir nos concurrents d'ailleurs, de faire d'un bâtiment, d'une passoire thermique des années 70, un bâtiment à énergie positive et bas carbone. Donc il y a des spécialistes autour de la table et ils savent ce que c'est. L'enjeu était un peu lourd. Nous y sommes parvenus, puisque on développera plus tard. Un an après, nous avons les premiers retours et les premières mesures. Ce n'est pas du déclaratif, comme vous l'avez dit, c'est de la chose mesurée. Et ce qui est important, en préalable, je dirais qu'il est important de mesurer derrière. Au-delà de l'intention, il faut de la mesure, de satisfaction des usagers en premier lieu et de la performance du bâti. Voilà, c'est la première chose, avant même de parler de la manière dont on fait, de ce qu'on va mettre comme type de produit, comme type d'équipement. La première chose, c'est de se dire, c'est d'abord pour l'usager, c'est d'abord pour celui qui va habiter ou qui va y travailler. Alors, pour nous, ça va au-delà, mais ça, on ne l'affiche pas auprès de nos clients. C'est un enjeu pédagogique, puisque chaque bâtiment est une opportunité pour faire avancer, pour rapprocher l'homme de son socle de ressources, qui est la terre. Notre société consumériste, elle arrive à ses limites. On est en train d'épuiser les ressources, de dégrader l'air, l'eau, tout ce qui nous entoure. Donc l'idée, c'est au travers de nos projets, de donner du sens à nos projets et faire en sorte que les acteurs et les occupants soient vraiment mobilisés pour la vie du bâtiment, mais aussi pour la construction et la conception du bâtiment. C'est la mobilisation, c'est donner du sens, beaucoup de vertu à ces projets pour obtenir le meilleur de tous. Alors, la traduction technique, parce qu'on va parler quand même un petit peu de technique. Alors, je veux bien parler de technique. Nous, alors sur la problématique qui est la plus, je dirais, médiatique, qui n'est pas celle qui nous focalise le plus, mais l'énergie positive et le bas carbone, je vais en parler. On s'est inspiré des écureuils. Donc, les écureuils récupèrent des noisettes en été, les stockent pour l'hiver. On a fait la même chose. On s'est dit qu'en été, il y a énormément de soleil, d'énergie disponible. Donc, on a capté cette énergie, pour faire simple. On a créé des puits, des sondes géothermiques à 150 mètres de profondeur. Et nous avons véhiculé ces calories largement disponibles en été vers la roche. Nous avons créé un stockage d'énergie pour la saison suivante. Et pour le rafraîchissement, puisqu'on est un peu dans le détail technique, nous captons les calories à l'intérieur du bâtiment en été, nous les récupérons et on les descend pareil, on les véhicule dans la roche pour créer un réservoir thermique. Ce qui nous a permis cet été, premier exemple concret, il faisait 38 degrés dehors, 23 degrés à l'intérieur. On a remonté un tout petit peu le chauffage cet été, parce que effectivement c'était un peu frais. La différence de température était trop importante. Voilà, donc ça dit la température est trop élevée et on avait quasiment zéro consommation, puisqu'en euros pour 1000 mètres carrés, si on enlève les consommations des prises électriques, on était à 150 euros, y compris les charges de voiture, etc.,
de consommation d'énergie. Quand on sait ce que peut consommer une climatisation ou un système de rafraîchissement classique et la ventilation, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. C'est l'ordre d'idée, là c'est l'aspect un peu technique, on va dire. Bah, Équipement technique. Sur l'enveloppe, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, sur l'enveloppe, alors évidemment, pour avoir des bâtiments performants, il faut un travail important sur l'enveloppe. Donc le travail sur l'enveloppe, on a d'abord travaillé sur le confort d'été, qui nous paraît être un gros enjeu, en particulier dans le tertiaire. On a utilisé des matériaux biosourcés pour la plupart, pour les façades, pour les isolants. À l'intérieur, c'est un mix de chanvre et de lin. Et nous avons également travaillé sur de la protection solaire, de l'architecture bioclimatique. Ça, ce sont vraiment des basiques. Par contre, l'accent a été mis vraiment sur le confort d'été. On a fait en sorte qu'on n'ait pas de façade chaude. Pour les techniciens, c'est facile à comprendre qu'on ne stocke pas. On ne stocke pas par les murs, on va stocker l'énergie uniquement par des parois lourdes à l'intérieur du bâtiment. Et l'originalité de l'enveloppe, c'est qu'on souhaitait, on le voit un peu sur les photos, c'est que le bâtiment disparaisse un peu du paysage, un peu à l'image des... Et qui s'intègre dans le Voilà, paysage. Donc il y a eu un gros travail paysager. Il y a eu un Je suis gros obligé de travail vous presser paysager. un petit peu parce qu'on va passer Oui, aux oui, autres projets, mais ce travail paysager, il est pour vous très important. Il est très important parce qu'il va contribuer. Alors vous le voyez aussi sur l'enveloppe, c'est quand même une caractéristique du bâtiment, il est extrêmement vitré. On ne voulait pas, pour faire un bâtiment à énergie positive, avoir un bâtiment totalement fermé, faire un bunker pour ne pas avoir de déperdition. Mais l'idée, c'était de faire un bâtiment très ouvert avec de larges baies vitrées et rester sur un bâtiment à énergie positive. Voilà l'un des enjeux majeurs. Ce n'est pas une enveloppe ultra performante, c'est une enveloppe très ouverte au bénéfice des gens qui sont à l'intérieur. Voilà, la vue sur le paysage extérieur, on est dedans, dehors, et les conditions de travail sont appréciées aujourd'hui de tous. C'est une vraie satisfaction pour nous. Voilà, donc on va terminer un petit peu sur ce projet, mais on pourra en reparler après. Et on va partir dans la Drôme pour parler du siège local d'Enertech, parce que c'est le siège en fait du bureau d'études Enertech que vous avez construit. Absolument. Ce sont nos bureaux, nous sommes maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre. Nous avons fait la conception aussi avec un architecte. Et c'est vrai que c'était la volonté d'avoir des locaux à nous, parce qu'auparavant on était dans la maison finalement d'Olivier Sidler, qui était le fondateur d'Enertech. Et Olivier partant à la retraite, on a dû prendre nous aussi nos aises. Et Enertech ayant de plus en plus de personnes à l'intérieur, eh bien, les bureaux chez Olivier Sidler étaient trop petits. Donc on a pris la décision, lors du passage en SCOP, on est passé en SCOP en 2015, de construire nos locaux et justement d'utiliser toute notre expérience, l'expertise qu'on a pu avoir sur le terrain. On fait de l'assistance maîtrise d'ouvrage, on fait de la maîtrise d'œuvre, on fait beaucoup de campagnes de mesure, on a 15 000 appareils de mesure chez Enertech de par le monde, et d'utiliser toutes ces compétences pour faire le mieux que l'on puisse faire dans nos bureaux et qui servent aussi d'exemple et qui soient instrumentés. C'est aussi la belle solution. Mais on a aussi mis la part belle que l'usager soit bien dedans, que ça soit beau, que ça soit agréable d'y vivre. C'est quand même nous qui y vivons, donc on est les premiers usagers. Oui, vous êtes les premiers usagers, donc tout de suite vous pouvez voir si le bâtiment répond à l'usage qu'on voulait en faire et si vous êtes bien à travailler dans la question. Est-ce que vous êtes bien dedans? Oui, on est bien. On a passé un été et 2 hivers. Et le premier hiver, on s'est un petit peu planté parce qu'on est dans un bâtiment passif à énergie positive sans chauffage. Donc c'était ça la grosse force de la... Pas de chauffage du tout. Pas de chauffage du tout, et donc pas de chauffage installé, mais on a mis des petits chauffages pour faire une expérimentation, pour savoir exactement si les simulations qu'on avait faites, simulations thermiques dynamiques, étaient réalistes. Et effectivement, on retombe à peu près sur nos pattes entre les mesures et les simulations. Et ce qui fait qu'on a 4 petits convecteurs qui vont marcher entre 10 et 15 jours, je ne sais pas le retour des mesures, mais on a une très faible consommation, ce qui fait qu'après notre première année d'usage, on produit 4 à 7 fois plus d'énergie que ce qu'on consomme. Donc tout usage confondu. Donc on est vraiment sur un bâtiment passif à énergie positive. On est parti sur, comme le disait Marc, sur finalement de la belle conception bioclimatique, des baies vitrées sur le côté sud, très peu vitrées sur le côté nord, du triple vitrage, si on rentre dans la technique.
Voilà. On rentre dans la technique On rentre dans la et on technique. va parler. Donc, parlons de l'enveloppe. Et Voilà. puis, ou alors, si vous voulez continuer sur les équipements techniques, mais il y en a peu finalement. Bah, il y en a peu. On a une enveloppe très performante avec des résistances thermiques qui vont parler aux connaisseurs de l'ordre de 10, des résistances thermiques de 10, donc 40 cm de watts de cellulose par exemple en toiture. Et on a une structure bois-paille. Donc on a aussi regardé l'impact carbone, on a regardé l'impact qualité d'air dans toute la recherche des matériaux qu'on allait mettre à l'intérieur de nos bâtiments. Donc c'est vrai que c'était une démarche très globale, plus que thermicien, on regardait l'environnement et la qualité d'air aussi intérieure. Là, on voit là à l'image, en même temps qu'on parle, quelques photos du bâtiment et quelques photos de la construction, et on voit des murs en terre, Voilà. et en terre crue. De quoi s'agit-il? Alors justement, on s'est dit l'impact environnemental, il est fait par les matériaux qu'on va utiliser. On va privilégier des matériaux locaux déjà. Donc on a été des matériaux locaux et des entreprises locales. On a regardé les entreprises qui sont à peu près 40 km autour de chez nous, que l'on a pris. Et on a fait une structure bois-paille avec de la paille en local qui vient de 30 km. Donc on a privilégié du local aussi. Et pas seulement on dit du matériau biosourcé pour diminuer l'impact environnemental, mais on s'est dit c'est aussi bien de privilégier du local, que ce soit des entreprises, que ce soit des matériaux. Donc on a fait quelque chose de très globalisant pour l'impact environnemental et pour une finalité thermique à la fin, c'est-à-dire avoir un bâtiment passif qui aujourd'hui, les besoins de chauffage de ce bâtiment, c'est pour les connaisseurs, c'est 4 kWh par mètre carré par an. La RT 2012 par exemple, on est plutôt à 25. Donc voilà, en comparaison, on est 6 à 7 fois moins que des bâtiments RT 2012. Et ça, c'est l'enveloppe, donc une enveloppe très vitrée aussi. On a 17% de surface de vitrage, donc 44% côté sud. Donc notre chauffage, comme on le dit, c'est le soleil. Mais attention, comme le disait Marc, au confort d'été. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Vous êtes dans la Drôme, C'est ça. il peut y faire très chaud. Donc comment ça se passe en été? Quel est Alors- le retour d'expérience sur l'été? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que le bâtiment soit agréable en été? Alors c'est contrairement à ce que fait Marc sur le KTR, nous de notre côté on est en passif total, donc on n'a pas de refroidissement, on n'a pas de système, donc on doit se débrouiller avec le bon bioclimatisme. Donc on a mis de la masse à l'intérieur, et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est les briques de terre crue qui sont en fait la terre issue des fondations, des excavations que l'on a transformées. On a mis 110 tonnes de terre crue à l'intérieur des bâtiments, les murs que vous avez vus en photo, donc avec un artisan local qui a fait les briques en terre crue lui-même, 25 000, donc merci, je crois, de mémoire, ou 6 000, je me trompe, n'oubliez le chiffre, mais en tout cas il a fait 70 tonnes de murs et on a 35 tonnes d'argile récupérée dans les planchers. L'utilité de ces murs, c'est quoi? C'est de capter, c'est d'apporter de l'inertie. C'est ça. Là, on est sur un bâtiment bois et paille, donc très peu inerte. Et pour le confort d'été, il fallait absolument mettre de l'inertie à l'intérieur. Et c'est exactement pour le confort d'été. Et après un été passé, on n'a jamais dépassé les 28 degrés dans le local. Exactement. Voilà. Voilà. Donc un retour, pareil, d'expérience plutôt positif pour le moment. Plutôt positif, avec en plus le fait d'avoir des protections solaires obligatoires à l'extérieur du bâtiment pour se protéger des rayons solaires. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable, c'est bioclimatif, c'est les bonnes prises de conscience, c'est les bonnes pratiques du bâtiment passif, on va dire là. Il y a un triple vitrage, si j'ai bien compris, sur Absolument. l'ensemble. Est-ce que c'est logique, quand on veut aller chercher aujourd'hui de la chaleur en hiver, de mettre un triple vitrage? Est-ce que c'est quelque chose de... Alors le triple vitrage était là pour essayer d'avoir une uniformité de résistance thermique de parois. Finalement, on est quand même moins bon que la paroi paille qui est composée de 36 cm de paille, plus nous on a une contre-cloison intérieure de 5 cm de laine de bois. Mais le triple vitrage se rapproche après de la résistance thermique globale. Après on dit souvent le triple vitrage empêche d'avoir un Voilà, peu c'est trop ce qu'on de soleil. entend, c'est pour ça que je vous pose la question. Sauf hein. qu'on a mis du haut facteur solaire pour justement avoir des triples vitrages quasiment comme des doubles vitrages en apport solaire d'hiver. Donc on a retravaillé, on a bien cherché les bons vitrages à mettre en œuvre pour optimiser notre chauffage d'hiver, parce que c'est le soleil notre chauffage. Voilà, le chauffage étant le Voilà. soleil, et le soleil en hiver, mais vous avez beaucoup de soleil en hiver chez vous. On a du soleil, mais on a aussi des périodes sans soleil où il faut justement faire très attention à refermer les protections solaires pour pas qu'il y ait une déperdition supplémentaire la nuit. Et on a aussi en équipement, le seul équipement qu'on puisse avoir, on a un chauffe-eau pour les douches, les douches. Et on a aussi donc la double flûte décentralisée par bureau. On pourra peut-être y revenir pas. Après, c'est un équipement un peu technique. Allez-y, on va... C'est juste, on prend des calories de l'intérieur qui est chaude, on les rejette à l'extérieur parce qu'il faut avoir un débit hygiénique dans des bureaux, sinon ça serait pas bien et je vous dirai pourquoi après. Et derrière, en fait, on fait passer un flux dans un échangeur et on réchauffe l'air qui vient de dehors. Voilà. Voilà. Pourquoi c'est pas bien?
C'est bien d'avoir. Enfin, pourquoi c'est bien d'avoir Il faut avoir et- les études qu'on venait en train de faire, parce que c'est notre laboratoire en fait. On a une APR dessus, ADEME, on fait de la mesure. Et on s'aperçoit que la ventilation est aussi importante pour les débits hygiéniques, donc renouvellement de l'air intérieur pour enlever le CO2 de notre respiration, pour aussi tout ce qui est vapeur, pour pas que le bâtiment prenne trop d'humidité. Et ensuite, c'est aussi bien parce que quand on construit, même que ça soit en bois, on a du COV, des formaldéhydes, qu'il faut évacuer surtout aux premières années du bâtiment. Et la ventilation est là obligatoire pour évacuer tous ces tous composés ces organiques. produits, ces volatils. composés, même si on fait très attention Même- dans les produits qu'on utilise, il en Exactement. reste. Exactement, il en reste. On a fait une étude avec Mediaco, donc Suzanne Déhou, et on voyait bien que le bois a des COV légers qui sont présents et qu'on évacue en fait lorsqu'on met la ventilation en place et quand on fait de l'aération. Ouverture des fenêtres le matin, on est dans un bâtiment passif, mais on est tous actifs. C'est ça qui est important pour conclure sur le bâtiment. On est actif dans ce bâtiment pour qu'il soit confortable à tout usager. C'est confortable pour vous puisque vous y nous. travaillez. On va passer sur un bâtiment assez différent en fait, hein, là, avec un petit changement d'échelle puisqu'on est sur le Technopole campus de Schneider Electric, c'est ça? C'est ça. Et pareil, même chose, même question. Quel était le projet, comment vous l'avez abordé et puis ensuite comment vous l'avez transformé? Alors ce bâtiment fait partie d'un projet de 2 constructions que Schneider Electric construit à Grenoble pour nos collaborateurs, pour nos collègues et amis. Et on voulait que ces 2 bâtiments soient à la fois très innovants et surtout très performants. Et très performants dans l'usage, c'est-à-dire que les équipes qui vivent, qui travaillent, se sentent confortables, se sentent bien et soient les plus productifs possibles au boulot. Donc le confort était, je dirais, un petit peu la clé d'entrée, d'accord, de ces smart buildings, hein, dont on avait donné une définition en 3 temps. C'est un bâtiment qui est efficace, donc il optimise l'ensemble de ses coûts de fonctionnement, et en particulier, bien sûr, l'énergie, l'eau, les déchets, etc. Il est flexible, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter à l'environnement externe du quartier, des réseaux de transport, de telle manière à ce qu'il participe à une optimisation globale. Hein, et en particulier, la ville de Grenoble a un projet de microgrid sur la ville, donc il va participer à la flexibilité de la ville. Et enfin, il est productif, c'est-à-dire qu'il contribue à l'efficacité de l'activité qui est dedans. Et là, en l'occurrence, c'est le travail de mes copains. Voilà, donc ces 3 objectifs-là, avec une contrainte qui était pas de budget supplémentaire. Hein, on revient à tout à l'heure. Donc moi, c'était pas entre guillemets un constat, c'était une volonté au départ, d'accord, de faire le plus performant possible, mais dans le budget. Je reviens juste aux autres projets. Hein. Sur le budget, je sais que chez vous, on est à 1200, c'est ça? 1200 euros le mètre carré pour du tertiaire qui est plutôt de l'ordre de 1008 à 2000 euros pour ce type de bâtiment d'habitation. Voilà. Et au niveau de KTR? Alors on est en habilitation un petit peu lourde, hein, et puis sur un niveau de prestation assez élevé à l'intérieur. On est aux environs de 1500-1600 euros du mètre carré. Donc ce qui reste raisonnable. Continuez sur Schneider. Donc, comment on a vu un peu au niveau technique comment se passaient les autres bâtiments. Qu'est-ce qu'on met en place là et est-ce qu'on peut parler Alors, ici? nous, ce qu'on a mis surtout, c'est un élément qui nous permet d'augmenter le confort pour réduire l'énergie. C'est-à-dire, je sors d'un paradoxe, et plus je soigne le confort, plus j'économise. En fait, on gère à fond tout ce qui sont les intermittences des bâtiments, c'est-à-dire tous les locaux, tous les usages pendant lesquels il n'y a personne. Hein, ce sont des salles des réunions vides, c'est une salle de conférence qui sert qu'une fois par semaine, ce sont des open space dans lesquels les vendeurs sont en clientèle. Voilà. Et donc on gère au maximum ces intermittences en disant je mets tout local en repos énergétique lorsqu'il est inoccupé et qu'il ne sert à rien. Et par contre, quand il est occupé et qu'il y a du monde dedans, je maximise les conforts. Ça veut dire que tout ce qui est lié à la thermique, le visuel, la qualité d'air, etc., fonctionne sur objectif. Donc, par exemple, il y a un capteur de CO2 dans chaque local qui me permet de ne ventiler que le juste nécessaire. Je n'éclaire que le juste nécessaire en utilisant au maximum les apports lumineux via les vitrages. Voilà, donc on optimise tous les conforts et on éteint quand il n'y a personne. Voilà, donc ça modifie complètement l'architecture de contrôle-commande, les systèmes de monitoring, la formation des intégrateurs de systèmes ou des facility managers. Et du coup, dans la phase de construction, c'était des objectifs tellement exigeants qu'on a imposé un certain nombre de contraintes à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises.
avec par exemple l'imposition d'aller chercher le label LEED Platinum pour la performance environnementale, l'imposition d'utiliser les maquettes numériques de telle manière à ce que cette plateforme collaborative oblige tous les acteurs à se poser, obliger la simulation énergétique dès la phase architecte pour être sûr que le premier coup de crayon de l'architecte a un impact sur l'énergie. L'architecte, il vit comment ça parce que c'est presque une contrainte supplémentaire et ça peut être quelque chose de difficile pour lui. Non, c'est un challenge C'est un supplémentaire. challenge C'est pas une supplémentaire. contrainte supplémentaire, c'est un challenge supplémentaire. Et je ne connais pas d'architecte qui ne soit pas preneur de la compréhension de leur activité créatrice sur la performance énergétique ou environnementale. D'ailleurs, on n'a pas cité son nom. Alors c'est Arche 5 pour Technopole et Groupe 6 pour le bâtiment de X-Pole. Donc on continue. Donc, si je dois faire un peu la comparaison avec les deux autres bâtiments dont on a parlé, c'est très différent. Et là, on avait quelque chose de low-tech, on va dire, et là, on a quelque chose de high-tech. Et est-ce que, enfin, de très high-tech. Est-ce que je suis très Est-ce high-tech? que vous êtes Je très suis high-tech? innovant dans ces technologies dites numériques et de contrôle commande. Par contre, je n'ai pas imposé à ma maîtrise d'œuvre et à mon entreprise générale d'éléments de matériaux ou de construction, à part le fait, entre guillemets, de respecter tous les objectifs du label environnemental, qui est assez exigeant en matière de qualité de chantier, de pollution, de choix des matériaux, de recyclabilité, etc. Mais je dirais que j'avais un référentiel qui me permettait, entre guillemets, de demander ce niveau d'exigence-là. Le niveau d'exigence que je demandais, c'était la performance de confort et la performance, je dirais, énergétique. Voilà. Et donc, avec notre entreprise générale et son bureau d'études, on a expérimenté, c'est de la recherche, je dirais, ou de l'innovation, une manière de vérifier une garantie de résultat en phase conception. Voilà. Donc, ils n'ont pas le contrat d'exploitation, ils n'ont pas, entre guillemets, le contrat d'occupation. Voilà. Et donc, on a inventé une méthodologie pour essayer de se donner un objectif de résultat énergétique. Et aujourd'hui, le bâtiment fonctionne. On a déjà les premiers résultats Alors, on a les premiers résultats puisqu'on est à 1 an et quelques d'exploitation. Donc, le contrat en résultat se terminera d'ici 2 mois. Et donc, sur la mesure de l'asymptote, ça nous permet de dire que d'ici moins de 6 mois à 1 an, on sera à l'objectif atteint qui est de 45 kWh, tous usages confondus, sur ce bâtiment qui fait 11 000 m². On a parlé un petit peu enveloppe avec les deux autres bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment on gère l'enveloppe d'un bâtiment comme celui-ci? Alors pour moi, l'enveloppe, c'est 4 chiffres. C'est l'isolation, l'inertie, l'étanchéité à l'air et le facteur solaire. Donc dans l'environnement, j'avais besoin de ces 4 chiffres-là, de telle manière à atteindre les objectifs de performance énergétique. Derrière, il y a des éléments de visibilité pour que tous mes collègues et tous les collaborateurs Schneider Electric puissent profiter des montagnes ou de la rivière qui est juste à côté, bien entendu. C'est des bâtiments qui sont très visuels. Et voilà. Mais on n'a pas imposé autre chose. On a, via l'aménageur, imposé les systèmes thermiques qui sont de la géothermie, donc des thermofrigopompes sur nappe phréatique. Ça, c'est pour la partie technique, la partie thermique. Voilà. Et pour le reste, on ne travaillait pas, c'était pas l'enveloppe notre préoccupation. Notre préoccupation, c'était, entre guillemets, d'éteindre quand il n'y a personne. Voilà, pour revenir. Donc la gestion. C'est la gestion, c'est l'exploitation en fait. C'est l'usage du bâtiment après construction. Oui, c'est ce que je dirais, c'est la troisième composante dans la performance des bâtiments. Il y a la qualité de l'enveloppe, la qualité des machines et la manière dont on s'en sert. Voilà. Et donc on a beaucoup travaillé, nous, sur le sujet de comment on s'en sert. Alors, vous vouliez intervenir. Dites-nous un petit peu de ce que vous avez entendu là. Oui, faites-nous un petit peu tout à fait. Alors, un retour. D'abord, je souhaite mettre en valeur tout ce qui a été présenté et la diversité en fait des approches. Il y a de la rénovation. C'est ce qu'on voit vraiment. Voilà, Il y a de la rénovation. Il y a une posture technologique, donc numérique, une posture plus, sinon frugale, du moins, qui utilise des matériaux locaux. En fait, on a une grande panoplie de solutions en fonction des conditions. Mais on peut retenir quand même des points communs. Le premier, c'est d'abord le confort des occupants. Tout doit partir de ça et toute la qualité se construit autour de ça. Et puis, dans la dimension physique, mais aussi dans une dimension humaine, comment on crée aussi les relations sociales. Donc ça, c'est quelque chose de, pour moi, essentiel. Et on retrouve ça dans à peu près tous les cas qu'on a primés. Deuxième élément, c'est une approche système.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est des combinaisons de multiples questions techniques et qui se combinent dans le projet à travers de la coopération d'acteurs et de professionnels. Donc ce n'est pas une technologie, c'est un ensemble et on peut être pas très performant individuellement sur chacune des technologies, mais c'est l'assemblage qui fait la performance. Donc ça, c'est un point qui me semble essentiel. Et puis, effectivement, on est dans des équations économiques tout à fait acceptables. Et donc, on est aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que le zéro carbone, qui est un objectif qui est donné dans les feuilles de route internationales, notamment sur la Global ABC, de viser zéro carbone en 2050, on a aujourd'hui des technologies qui pourraient être celles par leur généralisation, qui pourront, dans le secteur du bâtiment, atteindre le zéro carbone. Donc on est vraiment en marche. Et donc ce pessimiste qu'on entend toujours en disant le climat, Trump, etc. Non, on a des solutions et les solutions s'imposeront sans qu'on ait besoin de les imposer d'une certaine façon. Et donc c'est la connaissance, l'accès au cas, la connaissance, la formation et donc la diffusion de l'intelligence. Et la diffusion de l'intelligence Voilà. et de ce qu'on voit Tout à ici. fait. Voilà. Et c'est vraiment notre objectif. J'aurais une question pour tous les trois. Est-ce que vous considérez que vous êtes dans des bâtiments expérimentaux ou est-ce qu'on est dans le bâtiment qui est reproductible et qui est finalement celui qui sera le bâtiment d'aujourd'hui, de tous les jours, quoi. Je vais répondre Marc. Allez-y. Alors, nous, notre préoccupation première, j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'on a quand même un autre système, c'est quand même 153 mètres carrés de panneaux solaires pour devenir énergie positive. J'ai oublié de l'omettre, il faut quand même le dire. Mais concernant ta question, Stéphane, nous, la première chose, c'est qu'on voulait que ce bâtiment puisse être reproduit. Donc, c'était la première exigence, c'est qu'on puisse le reproduire. Donc, des techniques simples, faciles à mettre en œuvre. Donc, c'était la première préoccupation avec aussi l'impact environnemental énergétique qui est notre métier. Donc, mais on voudrait reproduire ces bâtiments. On a des missions actuellement pour que ça se reproduise. Le même type de local, et ce local peut être aussi mis en tertiaire que réemployé en collectif. C'était ça aussi la donne sur notre cahier des charges. Voilà, c'est qu'on puisse aussi aller sur le logement. Voilà. Est-ce qu'on peut aller sur des bâtiments d'une échelle importante comme celle-ci, avec ce type d'approche ? Oui, on peut aller sur des bâtiments tertiaires de plusieurs étages. Après, c'est des études, on va dire, structurelles plus importantes, mais on le voit sur C2 qu'on a pu voir ce matin dans une conférence, C2 qui est un R+16 en bois, sur Confluence, qui va être fait en bois, et avec des matériaux biosourcés, donc avec un impact environnemental et énergétique très bas, quoi. Marc Ampézy, sur cette question de la reproductibilité est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'expérimentation ou est-ce qu'on est dans la vraie vie ? L'expérimentation, elle est faite, donc on est dans la vraie vie, il est reproductible et on a des commandes dans ce sens-là. J'ajouterais, nous, un élément important, il y a tout un volet pédagogique sur ce bâtiment. Donc on affiche les performances et les gens sont acteurs de la performance du bâti. On a des indicateurs sur le CO2, sur l'hygrométrie qui apparaissent en permanence. Il n'y a pas trop de systèmes automatisés. On reste on mixte à la fois l'intelligence et l'action manuelle. Et puis surtout, et là on en est très fiers, on le partage avec le maître d'ouvrage, on le fait visiter, ce bâtiment, il est énormément visité, et on donne la priorité aux jeunes. Alors quand je dis jeunes, ne vous vexez pas, on va dire moins de 25 ans. Voilà. Comme nous, quoi. Allez-y sur cette question de l'expérimentation et de la vraie vie. Et moi, sur cette question-là, eh bien, la première réplicabilité qu'on a mise, c'est sur le deuxième bâtiment que l'on fait construire, mais qui est un bâtiment d'investisseur dans lequel il sera purement locataire. Et donc, l'intégralité du cahier des charges et des solutions sont proposées. Je vous rassure, monsieur, ce n'est pas un bâtiment qui décide à notre place si on a chaud, si on a froid. Il n'est pas automatisé, il est obéissant. C'est un de mes slogans. D'accord, les bâtiments intelligents qui décident, non. Les bâtiments obéissants, c'est bien. La satisfaction de l'occupant, c'est ça. Donc réplicabilité, oui. Et de la même manière que monsieur, on a énormément de partage d'expérience avec des maîtrises d'ouvrage ou avec des maîtrises d'œuvre qui viennent voir comment on a pris en compte les différentes contraintes, les éléments systémiques, les éléments de confort, la nouvelle manière d'utiliser les espaces, puisque dans ce bâtiment, par exemple, les circulations sont des lieux de vie et des lieux de travail maintenant. Donc on a complètement modifié le rapport de l'humain au bâti. Ce n'est pas un bureau dans un coin, c'est l'ensemble du bâtiment est devenu un lieu de vie, un lieu de travail ou un lieu de loisir aussi. Un petit mot de conclusion chacun sur ce besoin d'expérimenter puis ensuite de passer dans la vraie vie ou sur autre chose, un message que vous avez envie de faire passer. On va commencer par vous, tiens. Moi, j'ai un message, c'est que quand on est parti de ce bâtiment, on sortait d'un projet de recherche sur l'efficacité des bâtiments en Europe.
Et on avait découvert qu'un tiers des solutions tenaient dans la qualité de l'enveloppe et dans ses éléments passifs, dans sa thermique, dans son inertie, etc. Qu'un tiers, entre guillemets, des éléments d'amélioration tenaient dans la qualité des machines, leur rendement, la manière dont on les installait, on les réglait, etc. Et un tiers tenait dans la qualité de l'usage, je dirais, dans la manière dont on utilise les bâtiments. Voilà. Et que lorsqu'on est capable de grouper ces trois raisonnements dans une approche systémique d'un bâtiment, on arrive à faire des miracles. Mais en conclusion, moi je dirais que s'occuper du bâtiment neuf c'est bien, ce qu'on a pu faire sur Enertech sur nos bâtiments. Mais c'est vrai que le gros gisement de consommation actuellement il est sur la rénovation. Donc ces projets-là, on aimerait bien aussi les continuer sur la rénovation pour massifier la rénovation et justement Voilà. tirer vers le haut et diminuer ces impacts énergie et environnemental Voilà. globalement. Ne pas faire de la rénovation, on va dire, faire de la rénovation par le haut. Par le haut. Et exactement. non pas lisser pour pouvoir parvenir à la massification. Exactement, et d'abord impacter sur l'enveloppe, sur une rénovation complète de préférence. À vous, Monsieur Campesi, et puis ensuite vous aurez la parole pour terminer. Oui, bah écoutez, moi je rejoins à peu près tout ce qui a été dit autour de la table. Je dirais qu'il faut démystifier la complexité de ce qu'on fait. C'est accessible au plus grand nombre, c'est reproductible, et c'est ça l'essentiel. Et c'est surtout que je vois, alors c'est pour ça que je citais les moins de 25 ans, il y a un vrai engouement pour ce type de projet. Je le sens, c'est agréable et c'est réconfortant et c'est stimulant, quoi. Donc je l'ai déjà évoqué hier et je le redis encore aujourd'hui. Merci. Et donc, une petite conclusion Oui, sur ce alors qu'on vient d'entendre. Oui, alors je laisse le dernier mot à ceux qui portaient les projets, donc ils ont conclu sur ce point. Je veux simplement dire que vous trouvez chacun de ces projets décrits de façon très précise, avec beaucoup de données sur Construction 21, et plus encore, parce que là on a les gagnants, mais il y a eu aussi, entre guillemets, certains perdants qui n'ont pas été sélectionnés, mais qui sont au moins Qui sont de des la même projets tout performance. aussi Oui. Et donc on a intéressants. vraiment un panel aujourd'hui d'exemples dont tout le monde peut s'inspirer dans ces projets. Merci messieurs d'être venus donc sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler de votre travail. Vous avez été lauréat, bravo. Et puis c'est une émission donc à retrouver sur Bâti-Journal TV et à retrouver sur les sites de nos partenaires. Donc on le retrouvera également sur le site de Construction 21, sur le site de Bipositive et sur le site de France Bois Forêt. Merci à vous d'être venus jusque-là. Au revoir.